noms de lieux font régulièrement parler d'eux, et en particulier dans l'actualité. Il n'est de jours ou de semaines qu'on entende parler d'une fusion de communes qui va nous donner une La Roche-Jaudy ou autre nom exotique. Il n'est de jours ou d'années où on entend parler de refaire les régions et les renommer, bien sûr. Donc, on sent très bien qu'il y a derrière ça des gens qui veulent dire leurs mots, parce que de façon générale, les populations ont leur mot à dire par rapport aux lieux qu'elles occupent ou qu'elles fréquentent. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que le terme nommer, le verbe nommer est un verbe très important, c'est un verbe fondamental. Il attribue un nom à quelqu'un ou à quelque chose, et ce nom va l'engager pour la vie en général. Quand il s'agit d'un être humain, il est rare que les êtres humains veuillent changer de nom. Quand il s'agit d'un nom de lieu, par exemple, d'un lieu, il arrive bien souvent que les lieux conservent leur nom au-delà des générations et des millénaires même. Donc, nommer est un terme vraiment important. Mais à côté de ça, il y a parfois rebaptiser, changer de nom, et là, ça fait un peu grincer les dents, parce que l'acte de renommer est en général perçu de façon négative. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime qu'il soit perçu ainsi, parce qu'il y a eu des politiques de modification de noms qui étaient des politiques vraiment de destruction de culture et de langue, qui ont laissé des souvenirs assez difficiles dans la mémoire collective. Le pire étant d'ailleurs non pas de renommer, mais de faire disparaître les noms, car ça peut arriver aussi. Il y a bien souvent des tentatives d'éradiquer complètement des vocables, des noms, des lieux, etc. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, moi, mon propos, c'est pas tellement de m'intéresser aux noms de lieux actuels, aux noms des communes ou autres, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je n'aborderai pas du tout ce sujet. Mon propos, c'est de dire qu'on dispose, au travers de noms de lieux anciens, qu'on appelle des toponymes et des microtoponymes, d'un formidable ensemble de noms, de vocables, de vocabulaire, qui représente le vécu de nos ancêtres il y a des siècles, mais il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et avec lequel ils travaillaient dans la vie courante sans avoir besoin d'avoir de représentation papier. Et leur méthode de travail, notamment pour les ruraux, était de se représenter les lieux sans avoir jamais besoin d'aller lire sur une carte où se situaient ces lieux, sans avoir jamais besoin même d'avoir à mémoriser la suite des étapes pour parvenir à un lieu. Ils savaient exactement où tel lieu se trouvait, simplement en entendant son nom. Donc ça, c'est très important, parce que derrière ça, il y a eu création de noms, mais de façon extraordinaire, par centaines de milliers, tu l'as dit, Michel, des microtoponymes qui ont alimenté un certain nombre de documents administratifs, les cadastres, les états de section, etc., sur lesquels je reviendrai, mais qui ont rarement donné lieu à des traitements de type un peu massif que permet aujourd'hui l'informatique, notamment des traitements de type base de données. Voilà, donc je vais vous orienter vers une conférence sur deux axes principaux. D'abord, l'étude des lieux-dits d'un territoire, et en général des lieux-dits qui remontent déjà à une certaine époque. Et ensuite, je parlerai plutôt des aspects traitement, apport des notions de base de données par rapport à ce qu'on peut attendre de ces recherches. Voilà, le tout étant de vous sensibiliser à la nécessité de conserver ce patrimoine extraordinaire que représentent les noms de lieux. C'est un patrimoine immatériel, alors je sais que c'est à la mode de parler de patrimoine immatériel, mais celui-ci en est un, au même titre d'ailleurs que les autres, je ne vais pas du tout dénigrer les autres. C'est un patrimoine immatériel, mais qui risque de disparaître si personne n'y prête attention et n'essaie de le faire survivre.
Alors, je démarre donc cette conférence. J'avais colorié, Michel, ton puzzle, là, qui est tout à fait intéressant parce qu'il nous montre bien comment peuvent s'articuler des noms pour essayer de former un territoire et qu'on puisse le comprendre au travers cet assemblage de noms qui sont parfois un peu hétéroclites. Euh, Moi, l'image que j'ai quand je pense à toponymie, c'est celle-ci, c'est-à-dire un fond de paysage, un paysage champêtre, avec un arbre élevé, un grand arbre, avec des routes, qui étaient sans doute, il y a quelques années ou quelques siècles, des chemins, tout simplement, avec aussi un objet très intéressant, qui est une croix en pierre. Et puis, donc là, le décor est planté. Quelqu'un, il y a 3 siècles, qui rencontrait cet endroit, peut-être marchait sur la terre battue et pas forcément sur du goudron, mais au moins savait où il était. Et puis, on a avec ça des documents anciens, comme celui-ci que je figure ici, qui peut-être parlait de cet endroit et qu'il mentionne dans ses écrits. Et puis, on a quelque chose qui est plus récent, qui est ce panneau, certes écrit en breton, mais qui est un panneau écrit, immédiatement reconnaissable pour toutes les personnes qui savent lire, reconnaissable mais pas forcément compréhensible, évidemment, ce serait trop facile. Donc, d'où vient la toponymie, qui est l'étude donc des noms de lieux? Eh ben, ça dérive des sciences humaines et sociales, vous allez voir que je remonte très haut, qui elle-même a une branche qui s'appelle la linguistique, l'étude du langage. Linguistique qui se dérive en lexicologie et grammaire, là on passe par le biais de la lexicologie, l'étude des noms, et l'onomastique. Alors l'onomastique, je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent ce terme, l'onomastique, c'est la science des noms, de l'étude des noms propres, mais toutes catégories confondues. Mais je vais y revenir. Et donc la toponymie est parmi les noms propres étudiés par l'onomastique, la science qui s'intéresse aux noms de lieux. Nous dit qu'en gros, tout objet peut être nommé et que le nom de cet objet n'est pas indifférent, ça c'est sûr. On peut s'intéresser à toutes sortes d'objets, y compris les objets naturels qu'on trouve à la campagne, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le processus de nommer? J'avais passé ça un peu rapidement. Ce processus nous dit que lorsqu'on voit par exemple un groupe d'arbres, bon, c'est un groupe d'arbres, très bien, pas de problème. Lorsqu'on voit un arbre isolé, c'est très bien, c'est un arbre isolé, pourquoi pas. Lorsqu'on voit un arbre isolé couché et un chemin à côté, on se dit, tiens, ça c'est plutôt bien, ça pourrait bien servir de repère pour ceux qui auront un jour à emprunter ce chemin. S'ils arrivent à proximité, ils pourront immédiatement, d'un coup d'œil, identifier qu'on est bien sur un arbre penché et ils sauront vraiment qu'ils sont là où ils doivent être. Un autre exemple, toujours pour nommer, je reprends ici un panneau indicateur, croise vert. J'aurais peut-être pas dû commencer par vous montrer le panneau actuel. J'aurais peut-être dû commencer par vous montrer ceci, que je vais grossir, rassurez-vous. Voilà, c'est ceci dont vous peut-être vous connaissez l'existence du côté de Plomillo. Croise vert. Croise vert, la croix courte, la croix raccourcie. Une croix qui n'est pas grande, elle est courte. Alors, l'idée, c'est de mémoriser ce lieu, cet ensemble qui se compose d'une croix, de chemins, de routes, et puis de talus. Comment mémoriser ça? Il nous faut un repère visuel. Ici, on a un objet physique qui est la croix, une croix spéciale, je vous l'accorde. Et puis, il nous faut un nom bien choisi. Et ici, c'est le toponyme croise vert, la croix courte. Quand vous avez ça, l'ensemble de la scène est mémorisé et vous n'avez pas besoin de support écrit pour reconnaître ce lieu. Et en fait, on peut très bien dire, même s'il n'y avait pas le panneau croise vert, on saurait où on est. Et dans 5 ans, quand vous repasserez par ce lieu, je suis certain que vous vous souviendrez que vous êtes à la croise vert de Plomillo. Il existe d'autres croises verts.
Alors vous allez me dire, je suis en train de vous tromper. Par exemple, il existe plein de croix vertes, et si je vous dis allez à la croix verte, vous risquez de m'en vouloir parce que les croix vertes qui symbolisent des pharmacies, il y en a à peu près partout en France. Donc l'idée quand même, c'est que cette croix courte ici, cette croix courte de Plumillo, elle a du sens par rapport aux personnes qui travaillaient, qui étaient dans le voisinage de cette croix, et en particulier les paysans sans doute qui travaillaient à courte distance de la croix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom de lieu est indissociablement associé à un territoire, à une géographie en fait. Et que les gens qui connaissent Croisevert ne se trompent jamais, à condition de ne pas avoir à déborder d'une distance trop importante par rapport à cette croix qui rendrait ambiguë la dénomination. Donc l'onomastique, c'est la science qui classe les noms propres, et parmi ces noms propres, on a des noms de personnes, anthroponymes, noms de saints, agionymes, patronymes, noms transmis par le père, oronymes, noms de montagne, odonymes, nom de voie de communication, hydronyme, nom d'un cours d'eau ou d'une étendue d'eau, et phytonyme, nom de plante. Et donc, évidemment, ne les oublions pas, les toponymes et les microtoponymes qui, eux, vont faire l'objet de la toponymie. Donc, la toponymie, par définition, c'est l'étude des noms propres qui désignent des lieux. Et dans cette étude, on va chercher à connaître l'ancienneté des noms, à quand remontent-ils, leur étymologie, qui est souvent liée, que veulent dire ces noms, la signification et les raisons du choix, c'est un peu redondant par rapport à l'étymologie, mais là, on va essayer de comprendre ce qui a poussé à donner ce nom. Et puis l'évolution dans le temps, c'est la façon dont éventuellement ce nom s'est transformé, si on peut le savoir, au fil du temps. Les applications courantes de la toponymie, c'est l'étude des noms de lieux-dits d'une commune ou d'un territoire, donc étymologie, analyse d'ensemble d'une commune ou d'une région. C'est aussi familiariser, en divulguant un peu cette science, la connaissance de la population avec les lieux-dits où elle vit. Donc on peut imaginer des ateliers de toponymie en réponse à la demande du public qui peut très bien désirer connaître le sens d'un lieu-dit près duquel il habite. On peut aussi organiser des randonnées toponymiques pour les scolaires et pour les adultes. Là, je dresse un peu un petit catalogue de ce qu'on a pu faire les années passées, notamment avec les scolaires où on les a promenés en leur faisant découvrir le sens, les noms des parcelles qui étaient sur le parcours. On peut aussi, c'est arrivé également, doubler de façon toponymique des fiches de parcours pédestre, notamment je pense à la Rondomuco à Belle-Île-en-Terre où on avait fourni au dos des parcours des explications sur le sens des lieux-dits qui allaient être traversés par les marcheurs. Alors, une autre fonction de la toponymie, c'est d'aider à éclairer les instances chargées de procéder au nommage des rues et des quartiers, notamment par le biais de commissions de toponymie. Il est extrêmement important, je ne sais pas si vous serez de mon avis, qu'on arrête à baptiser des quartiers ou des rues de noms de fleurs, d'oiseaux, de marguerites et de roses. C'est intéressant en soi, mais il y a sans doute mieux à faire pour que les gens qui vont y habiter se sentent un peu plus dans quelque chose de plus profond. Et puis également, la toponymie sert à comprendre comment contribuer à sauvegarder un patrimoine immatériel incomparable, qui est donc la conservation des noms anciens. Qu'est-ce qu'un territoire? Parce que j'ai appelé ça la toponymie pour comprendre les territoires. Il faut bien comprendre que les lieux sont totalement dépendants des territoires qu'ils habillent en fait. Et bon, quelques définitions. Une entité spatiale, le lieu de vie d'un groupe, indissociable de ce dernier, ça c'est un territoire. Le territoire résulte d'une action des humains. Il n'est pas le fruit d'un relief, il n'est pas imposé de l'extérieur, mais il trouve sa légitimité avec des représentations qu'il génère, tant symboliques que patrimoniales et imaginaires, elles-mêmes nourries de la langue dominante parlée par les populations du territoire. Et à ce titre, l'une des représentations du territoire est celle qui résulte de l'attribution de noms aux éléments qui composent ce territoire. Vous allez habiller le territoire par les noms que vous allez lui donner. Et cet ensemble territoire, terrain, nom est indissociable et fait partie de la mémoire collective du groupe, en fait. Alors, toponymie bretonne, oui, puisqu'on est en Bretagne, quelques noms.
Lech an vadurez brez, an tenzor d'ar zerchel beo, bien sûr. La toponymie bretonne, un tenzor à garder, ça c'est en gallo. Et puis en français, la toponymie bretonne, un trésor à conserver. Je n'ai pas évité de vous imposer mes mauvais accents. Et surtout, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire qu'il y a au moins une association qui s'occupe de rendre la toponymie bretonne, alors bretonne bretonnante ou bretonne galaisante ou française, accessible. C'est Quévré Braise qui a édité ce fascicule qui est très très bien fait et qui permet de comprendre la toponymie et ses enjeux. Bon, on a parlé toponymie. Qu'est-ce qu'un toponyme maintenant? Alors, un toponyme, ça va être à la fois un témoin géographique, puisque ça va désigner un lieu, mais sans doute aussi parfois un témoin historique, c'est-à-dire qu'on va donner un nom qui est en rapport avec des événements qui ont pu se produire à tel ou tel endroit, des batailles, des faits d'armes, des anecdotes, etc., etc. C'est un nom qui va avoir une durée de vie longue. Normalement, un toponyme, c'est pour des siècles. Et surtout, c'est un nom qui va évoluer pratiquement indépendamment de la langue. La langue va pouvoir changer et le toponyme va rester. Parce qu'il est vraiment complètement planté sur le territoire, il est incrusté en quelque sorte. Et même si des envahisseurs arrivent, par exemple de Bretagne ou de Grande-Bretagne, ils ne vont pas fondamentalement changer, enfin un petit peu quand même, le sens des noms qui ont été donnés, enfin les noms qui ont été donnés en armorique par exemple. Donc il y a tout un aspect d'étude à avoir là-dessus, c'est-à-dire voir comment des mouvements importants de population ont pu transformer la façon dont on désignait les lieux, ou pas. Et souvent, c'est pas, parce que les noms restent. Et j'ajoute donc, ce sont des noms de lieux dont la portée géographique est limitée, en tout cas pour les microtoponymes, car ils ne peuvent pas servir de façon universelle. On ne peut pas dire la croix verte, la croix courte, c'est la croix courte, et tout le monde de Moscou à Tamanrasset doit savoir ce que c'est que la croix courte. Eh bien non, évidemment non. Alors, quels sont les objets qu'on peut nommer sur un territoire? Les champs et les parcelles, dont je parlerai, des habitats humains en milieu rural, les maisons isolées, les écarts, les villages, les lieux-dits, les villes, les bourgades, toute appellation que vous pouvez utiliser pour désigner un groupement d'humains, voire réduit à une seule maison, est un toponyme d'un territoire. On peut nommer aussi des repères de passage, comme je l'ai pu le montrer avec mon histoire d'arbre, là. Des chemins et des voies terrestres aussi sont nommables, et nommés. Un chemin, en général, on le nomme par deux toponymes, chemin d'ici à là-bas, toponyme ici et là-bas, assez courant d'ailleurs. Et puis on peut nommer des ruisseaux, des rivières et des fleuves, quoique là on peut se rendre compte qu'un ruisseau ne porte pas le même nom sur tout son parcours. À certains endroits il porte un nom, à un autre endroit il porte un autre nom, ce qui accrédite la thèse que les noms utilisés sont des noms vraiment locaux et que même si un jour on voit apparaître des noms comme l'Éguerre ou comme la Loire, qui deviennent des noms universels et connus de l'ensemble des enfants des écoles, il n'empêche que localement, pendant très longtemps, on a appelé ça d'un nom ou d'un autre. Les montagnes aussi sont nommées, parfois surnommées. Le Ménébré, par exemple, c'est la montagne-montagne, hein, c'est amusant, parce que c'est comme ça. On peut nommer bien sûr des éléments du littoral, des rochers et des phares. Les marins sont évidemment des grands créateurs de noms de lieux, par même des simples rochers portent des noms, et pour cause, ils font partie de leur vie et de leur métier. Et puis on peut nommer des villes, des communautés de communes, des intercommunalités, des pays, alors des pays avec un petit p comme la France, ou des pays avec un grand P comme le pays du Trégor par exemple, qui était un pays, je ne suis plus très certain si ces pays existent encore, mais en tout cas ce sont donc des délimitations géographiques des départements et des régions. C'est plutôt sur cette dernière ligne qu'actuellement on trouve plutôt des interrogations sur le bien fondé de changer les noms. Alors on change des noms parfois, il faut le faire quand on rassemble des éléments qui étaient auparavant distincts et nommés distinctement. Quand on les rassemble, on essaie de trouver un nom unique au nouvel ensemble. On ne peut pas avoir un nom à rallonge. Et ça joue sur, évidemment, des regroupements de communes, par exemple. J'évoquais la Roche-Jaudy tout à l'heure. Je n'ai pas parlé
de Perros-Guirec, parce que bon, là, il semblerait que bon, enfin, c'est trop proche pour qu'on puisse en parler entre nous, mais en tout cas, la Roche-Jaudy, j'avais trouvé ça très bien. Et donc, les regroupements nécessitent de diminuer le vocabulaire, enfin le nombre Et puis, il y a un autre facteur qui va faire qu'il va falloir baisser la diversité de ces noms de lieux, c'est un mécanisme diabolique qui s'est mis en route dans les années 50, ou même un peu plus tard, ici en Bretagne, c'est le remembrement. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Quand vous remembrez, évidemment, vous transformez 42 parcelles en une seule, et vous ne pouvez pas garder tous les noms de parcelles, évidemment. Je vais y revenir. Donc moi, je vais surtout m'intéresser aux champs et parcelles, et puis également aux habitats humains en milieu rural. Je devrais inverser d'ailleurs ces deux lignes, parce que je vais commencer par le deuxième. Alors, les types de toponymes, on peut, si on veut essayer de faire des classifications, aller un peu plus loin, c'est ce que je vais faire maintenant quelques temps, par couche linguistique ou historique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des toponymes pré-celtiques ou bien de substrat celtique, des noms grecs, des noms germaniques, normands, bretons, basques, corses, flamands, agal, évidemment. Bon, très bien, c'est une approche. On peut aussi classer les toponymes en fonction des lieux qu'ils vont habiter, donc l'orographie, la végétation et les cultures, l'habitation, etc., etc. Pour travailler sur les toponymes, la première question, c'est de savoir où on les trouve, ces noms. D'où viennent-ils? Alors, il y a quand même beaucoup de documents qui permettent de se renseigner, de trouver des informations, soit des documents papier ou numérisés, soit des cartes. Et en fait, en général, les deux. Quand on travaille, on utilise tout document qui tombe à notre portée, surtout si le lieu que l'on examine résiste parce qu'il est incompréhensible, parce qu'il ne s'accompagne d'aucune explication évidente, et donc il faut trouver absolument des documents pour pouvoir comprendre d'où peut venir cet ovni. Alors, entre microtoponyme et toponyme, je ferai une distinction. Pour moi, les microtoponymes, enfin pas pour moi, pour la personne qui a écrit ça, et je suis entièrement d'accord avec elle, les microtoponymes sont réellement le legs des paysans, comme le réseau des chemins, le dessin des champs, les premiers habitats. Indispensables à la vie de relations et à l'organisation du travail, ils font partie intégrante de la mise en valeur du territoire. Je parle des microtoponymes. Les toponymes, quant à eux, sont plutôt donc des noms de paroisses ou de villages, mais d'autres choses encore, et elles doivent beaucoup à l'intervention des pouvoirs temporels et spirituels. On n'est plus chez les paysans, là. Mais le seigneur, châtelain, l'abbé, l'évêque, le curé, le prédicateur de passage n'interviennent qu'exceptionnellement à l'étage inférieur des noms de lieux, qui est celui des microtoponymes. Donc on a une sorte de stratification aristocratique un peu entre les créateurs de toponymes et les paysans qui créent pour leur usage les microtoponymes. C'est assez intéressant comme façon de voir. Et maintenant, je vais encore vous embrouiller un peu avec une question. Êtes-vous Dia ou êtes-vous Sin? Alors, vous allez me répondre que vous êtes Dia si vous voulez voyager à travers le temps, Dia Chronos, ou que vous êtes Sin si vous voulez voyager avec le temps, Sin Chronos. Facile. En fait, le Dia Chronos va nous permettre de faire des études sur les toponymes parce qu'on va voyager dans le temps et on va récupérer donc des expressions, si on peut évidemment, de ces toponymes il y a 3 siècles, 5 siècles si possible. Donc on va accumuler patiemment tous ces noms. Alors que sur les microtoponymes, ben, vous allez voir qu'on les récupère en général sous forme d'une photographie à un instant T, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, finalement, ces deux approches bien modifient, correspondent à des capacités différentes, à des envies différentes, à des plaisirs différents. Les études sur les toponymes, c'est plutôt le plaisir de l'enquêteur, celui qui va aller farfouiller dans les archives à la recherche du document qui a échappé à tout le monde jusqu'à avant lui. Et pour les microtoponymes, c'est plutôt le statisticien qui va faire un peu de data mining, comme vous pouvez bien sûr vous en douter. Donc les activités vont forcément être différentes.
qu'est-ce qu'on peut faire comme étude en toponymie? On peut étudier, donc, je le disais, les toponymes, travaux sur les lieux-dits, les hameaux, les villages, etc., donner leurs caractéristiques, leur étymologie. Travaux sur les microtoponymes, donc travaux sur les parcelles, leur nom, leur position, leur nature de propriété. On peut aussi, par contre, avant de démarrer un travail en toponymie, se demander quelle va être l'emprise de notre travail. Est-ce qu'on va travailler sur un hameau, sur une paroisse ou une commune, ou est-ce qu'on va viser plus large, un territoire, un département, une région? Ce sont des questions qu'il faut se poser, sinon on part un peu au hasard. Donc je vais commencer par l'étude des toponymes d'une commune, donc les toponymes, les lieux-dits, etc. D'ailleurs que vous voyez apparaître sur cette photo, hein, ce sont ce que vous voyez quand vous roulez, vous avez des panneaux signalétiques qui vous renseignent sur les lieux-dits que vous êtes censé rencontrer. Ou bien sur des cartes comme celle-ci, où on voit apparaître un certain nombre de lieux-dits, comme ici, Potard, Méret, pont de Ruin, etc. C'est vraisemblablement pas dans la région, ça je ne sais plus trop où je l'ai pris celui-là. Alors, pour commencer une étude, par exemple, sur les toponymes d'une commune, et je vais retracer largement la démarche qu'on a adoptée à l'ARSAT dans le groupe toponymie qui s'intéresse actuellement à l'étude des lieux-dits d'une commune qui s'appelle Loirgat, que vous reconnaissez ici. Eh bien, on commence par se procurer la carte de la commune, telle qu'elle peut être diffusée, par exemple, par la municipalité. Et puis, on l'examine un petit peu avant de démarrer. On essaie de se rendre compte des écueils qu'on pourra avoir, ou bien plutôt du type de toponyme auquel on pourra se trouver confronté. Loirgat, on voit bien qu'il y a une partie boisée importante ici, qui s'appelle le bois de Cotenay. On voit qu'on a des sortes de centres habités ici, donc le bourg, et puis ici quelque chose qui s'appelle Saint-Éloi. Donc vraisemblablement, on va retrouver ces éléments-là dans les lieux-dits de la commune. Mais il y en a d'autres, évidemment. On ne va pas réduire la commune à deux endroits habités. Et puis on voit aussi qu'il y a pas mal de chemins un peu tarabiscotés, mais qui conduisent sans doute chacun à des lieux-dits. Chaque nom, d'ailleurs, étant un nom de lieu-dit ici. Le mieux, dans ce cas-là, pour démarrer une étude comme celle-là, c'est d'aller récupérer la liste des quelques 200 lieux-dits de la commune, qui est une liste officielle, qui va amalgamer en général des lieux-dits de noms assez anciens et de consonances assez bretonnes, et des noms plutôt récents et de consonances plutôt françaises. Donc on est devant notre liste de communes, de lieux-dits, et hardi petit, on attaque l'étude. Première chose à faire, donc, c'est de savoir ce qu'on veut faire pour chaque toponyme de la commune, de la liste indiquée. Donc, ce qu'on veut, c'est fournir sa localisation, bien évidemment, ses formes anciennes, c'est-à-dire comment s'écrivait ce nom dans le passé, sa décomposition étymologique, soit actuelle, soit ancienne, et puis on va rechercher également des éléments de contexte, où se situe ce lieu-dit, est-ce qu'il y a des éléments caractéristiques à côté qui permettraient de comprendre pourquoi il a été nommé ainsi. Localisation, je commence par là. Alors la localisation, on dispose de cartes anciennes et modernes qui nous permettent de repérer le lieu-dit que l'on cherche à étudier. Ici, par exemple, ce qu'on appelle la carte de Cassini, 1790, dressée pour connaître, qui permet d'accéder à un grand nombre de lieux-dits. Ici, ce qui est écrit en dessous, c'est Loirgat. Et le nom que j'ai entouré, c'est Gare-des-Volets, donc qui figure déjà sur des cartes de 1790. Et à côté de ça, on a la carte IGN actuelle, qui montre ce lieu-dit. Alors, comme je n'ai pas mes lunettes, je ne pourrais pas vous dire si c'est la même écriture, mais on verra tout à l'heure quelles sont les écritures variées. En tout cas, les cartes existent, et elles nous précisent d'une part la position, mais également la façon d'écrire à l'époque le lieu-dit en question. Et puis, alors, deuxième chose, après les cartes, c'est les formes anciennes qu'on va trouver là où on peut, dans les grimoires, ou une forme ancienne peut être moderne, telle qu'elle est représentée sur un panneau. Alors donc, si on a ça, eh bien, on va se rendre compte que Gare-des-Volets, qui était le lieu-dit que j'ai donné comme exemple, figurait dans les archives départementales des Côtes-d'Armor à la cote 1E 3155 en 1670, figurait sous le nom Maison et métairie noble de guerre d'Énolé, vous voyez la différence de nom là, dans les archives nationales, figurait sous le nom manoir et métairie noble de guerre des Volets, à nouveau dans les archives départementales,
figurait sous le nom de Guerdevolet dans les BMS, c'est-à-dire les bulletins de naissance, baptême, mariage, sépulture, en 1786. Au passage, merci Jean-Yves. Et puis on retrouve derrière en rouge donc ce qui était une localisation par un nom donné sur la carte, à nouveau une forme ancienne, Guerdevolet, par Dongodu, je m'expliquerai sur Dongodu tout à l'heure, et à nouveau un nom plus récent, Guerdevolet, qui est nomenclaturé à l'INSEE. Et enfin, le nom qui est porté sur la carte IGN, Guerdevolet. Vous voyez que les noms ne manquent pas. Le tout, c'est de savoir quel est celui qui est le plus pertinent. Celui qui est le plus pertinent par rapport à ce qu'on cherche à expliquer, ce n'est pas forcément celui qui figure en bas de la liste. Parce qu'on peut très bien avoir eu des mécanismes de recopie, je dirais un peu laxistes, des transformations, des déformations, des modifications des noms au fur et à mesure des transmissions. Et bien souvent, il y a eu de la perte en ligne, comme on dit. Ce qui se passe, c'est qu'on est content de trouver des écritures du type Guerdenolé, par exemple, même si ce N n'est pas forcément un N qu'il faut retenir aujourd'hui, etc. Donc voilà, on a nos formes anciennes. Et on va pouvoir... Alors, comment accéder aux formes anciennes? Eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va aux archives départementales, Côte d'Armor, Finistère. On s'adresse au cadastre des communes, dans leurs archives aussi. Il y a des bibliothèques. Et puis, on peut aussi trouver certaines formes anciennes en ligne sur Internet. On trouve de tout sur Internet aujourd'hui, ou sur papier, ou parfois c'est microfichier. Donc, je continue l'étude de mon lieu-dit. Je le décompose maintenant étymologiquement. Eh ben, Guerdevolet, c'est vraisemblablement en breton, Guern, qui est un lieu humide, un marais ou une aulnay, et Dévolé, qui est vraisemblablement un NP, c'est-à-dire un nom de personne. Beaucoup de lieux-dits sont formés sur cette base d'un terme générique, Guern par exemple, et ensuite un nom de personne. Mais ce n'est pas la règle absolue, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, la tentation est grande lorsqu'on ne trouve pas d'explication, c'est d'attribuer à ce deuxième nom un nom de personne en disant, bon, personne n'ira voir s'il existe ou pas. Enfin, on essaie quand même d'être un peu plus rigoureux que ça dans la démarche. Une fois qu'on a réuni ça, on va rechercher des éléments de contexte. On a dit que Guern, c'était un marais, une aulnay. Bon, on va essayer de vérifier s'il y a des aulnes, ou bien si au contraire on est sur un marais. Souvent, les deux sont liés d'ailleurs. Et ça nous permettra de conforter l'explication qui va être présentée ensuite. Par exemple, je ne prends pas Guernenolé, mais une autre interprétation. Enesbion, par exemple, la petite île. Donc là, on a derrière ça une interprétation qui est assez sûre d'elle. Ce terme s'applique à des endroits inondables en période de crue ou à des promontoires situés le long des cours d'eau. Les graphies anciennes, Nénès, etc., relèvent du phénomène d'agglutination de l'article défini. Bon, on est quasiment certain de ça. Par contre, Coadélène, par exemple, lui, alors là, le bois d'Hélène ou le bois élan. Alors, on a retrouvé comme forme ancienne Coadélène, mais aujourd'hui, on utilise Coadélan. Alors, il n'y a pas d'explication assuré pour Hélène ou Élan, peut-être un nom de personne. L'existence du manoir de Coadélan à Prat peut suggérer une recopie du nom sur une création suite à un changement de propriétaire. Il n'y a pas ou plus de bois. Le NP, le nom de personne Élan existe, mais il est assez rare, mais il est en Loire-Atlantique. Donc, vous voyez, on introduit des termes tout de même d'incertitude et on prend des précautions, on essaie de ne pas être trop affirmatif, ne serait-ce que pour ne pas se faire dégommer ensuite à la publication de l'ouvrage par quelqu'un qui dira « mais vous êtes complètement trompé ». Ceci étant, on assume quand même de se tromper, c'est pas gênant. Alors ensuite, on donne une sorte de traduction, là, quand on peut, la petite île pour Enesbian, et puis quand on peut, on donne des compléments qui renvoient à d'autres informations. Donc voilà comment on présente ça, un résultat Enesbian, là, vous voyez localisation, formes anciennes, étymologie, et puis explication, traduction et complément. Et quand on a fait ça pour un grand nombre de lieux-dits, ceux de la commune qui vous intéresse, on rassemble tout ça sur un ouvrage, dans un bouquin, et on va même jusqu'à, quand on a l'occasion, publier l'ouvrage en question, comme ce qui a été fait au niveau de l'ARSAT, la publication de l'ouvrage sur Vieux-Marché, où on a eu cette démarche pour justement expliquer l'ensemble des lieux-dits du Vieux-Marché. Pour l'Ouargat, là c'est du fake, ça c'est de la fake news, puisque l'ouvrage n'est pas encore édité, il est en cours de construction, pas d'édition, de construction. Mais c'est en bonne voie. Ceci pour vous montrer tout de même qu'il n'y a pas que l'ARSAT qui travaille sur la toponymie et les lieux-dits, il y a bien sûr d'autres entités qui l'ont fait, notamment dans le Finistère. Beaucoup de communes ont été attachées à connaître leurs origines et
leur lieu-dit, et des études avaient été demandées à l'Office public de la langue bretonne pour des études normatives des toponymes, dont certaines se trouvent sur Internet, hein, et qui permettent d'avoir accès, donc lieu-dit par lieu-dit, à des étymologies, à une façon de prononcer, etc. Donc qui donnent des informations très, très intéressantes sur chacun des lieux-dits de la commune. Il y a bien, je dirais, une trentaine ou une quarantaine de communes qui ont pu bénéficier de ce traitement de l'Office public de la langue bretonne, une dizaine étant accessibles en ligne, en fait, actuellement. On a aussi d'autres groupes ou personnes ou amis qui, pas loin d'ici, travaillent sur les noms de lieux de leur commune, comme ce nom Guasper, là, qui figure sur une l'ébauche d'une toponymie de Rospez par Jean-Paul Lahuec, qui, je ne sais plus si je l'ai vu, là... Hein, il est là? Oui, pardon. Donc voilà, une démarche qui est tout à fait intéressante et recommandable. Et puis on a aussi encore quelque chose, une pépite là, qu'on m'a signalée il n'y a pas très longtemps, un aperçu sur les noms de champs de Langoat, M. Gilbert Geffroy, qui a vraiment patiemment réuni une monographie, on peut dire, qui part des noms de parcelles de sa commune et qui les classe un peu en catégories, disons, noms d'animaux, noms de ruisseaux, etc., et qui analyse l'ensemble de ces noms. C'est un travail colossal, et vraiment qui m'a, moi, tout à fait séduit et que je recommande parce que là aussi, l'accès à cet ouvrage est libre sur Internet. Donc n'hésitez pas à me demander où on peut le trouver. C'est vraiment quelque chose de très très bien fait. Donc après cet aspect étude des toponymes et des lieux-dits, je passe à l'autre aspect qui est l'aspect sur lequel moi j'ai fait un peu plus de recherche personnelle, qui est l'étude des champs et des parcelles. Donc, en fait, voilà, on se trouve avec des noms comme ça, Jardine Canabec à Récente, Rose Castel à Roar, Bois du Quinquis. Bon, et on se trouve face, non pas à 3 noms comme ça, mais à allez, 14 000 pour Loirgat. « 14 000 noms, enfin, noms distincts, 5 500, disons. 14 000 parcelles, 5 500 noms distincts. Donc, on se dit tout de même, on ne peut pas analyser chacun à la loupe, c'est beaucoup trop. Et donc, on envisage de regarder les choses autrement, c'est-à-dire quels sont les mots qui composent ces noms, quels sont ces noms qui reviennent le plus souvent, etc. On va raisonner en termes d'approche statistique et d'approche massive, si je puis dire. Et donc, voilà. Il n'y a pas de micro. Dommage, je vais vous le dire, c'est pas grave. Donc ce paysage-là, il est intéressant. C'est un paysage de bocage, évidemment. Et ce qu'il y a comme texte, ce que j'ai voulu lire, mais malheureusement, c'est que par les prés de derrière la maison, il monte à son champ de Laoun. Tous les champs ont un nom. On n'est pas en Bretagne, hein, mais peu importe. Tous les prés et tous les bois ont un nom. Quand une parcelle est très petite, il arrive qu'elle partage le même nom avec ses voisines. Mais comme chaque lopin appartient à un propriétaire différent, la confusion n'est pas à craindre. Le champ de Laoun de chez l'Herbe est un lieu, et le champ de Laoun, même nom, de chez Le Bérou est un autre lieu, distinct. Tout le terroir est ainsi repéré. Tout le terroir se désigne par 100 visages distincts. Quand je dis 100, c'est parfois bien plus, évidemment. Et un enfant de 6 ans que l'on va envoyer faire une commission va retrouver son père, son oncle ou son grand-père exactement à l'endroit qu'on lui a indiqué, sans avoir besoin de lui dire « tu prends ce chemin par-ci, tu prends ce chemin, tu tournes à gauche, tu tournes à droite ». On lui dit « tu vas au champ de l'Aune de chez l'Herbe ». Et le gamin va y aller sans aucune difficulté, sans carte évidemment. Ça, c'est intéressant. Et il faut donc réfléchir à cette représentation de type cartographique dans la tête
qui n'a pas besoin de carte, mais qui permet tout de même de se repérer et qui était vraiment un instrument de travail fondamental pour les gens de l'époque. Pas de carte, pas de papier, mais on savait quoi faire, où aller, et c'était très important. Aujourd'hui, évidemment, les paysans ne se sont pas transmis intégralement ce patrimoine de noms, et même ce patrimoine s'est largement dégradé. Et il n'en reste plus tellement beaucoup de disponibles. Enfin, et les paysans n'utilisent plus tellement ces appellations de noms. Certains le font, mais c'est souvent parce que leurs parents leur ont dit. Ceux qui s'installent vont plutôt utiliser les codes cadastraux E325, ZX, excusez-moi, non, ça c'est un colorant, ZV32, le Z voulant dire qu'on a remembré la structure, etc. Ils raisonnent plutôt par parcelles, et d'ailleurs, ils ont peut-être raison, parce qu'ils ont des outils maintenant modernes, sophistiqués, ils travaillent sur ordinateur, et la mémoire des lieux ne leur apporte pas grand-chose. Mais ceci étant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ces lieux ont été, non seulement été nommés il y a quelques siècles, mais surtout, ces noms ont été écrits, ont tous été écrits, à une occasion exceptionnelle, qui n'existe qu'une fois dans l'histoire d'une humanité, c'est la création du cadastre napoléonien. En 1802, l'empereur a demandé à un certain nombre de géomètres de constituer un cadastre pour le pays. Et il y a eu une loi donc, qui a cet effet. Et donc les arpenteurs et géomètres ont commencé à sillonner la France dans tous les sens. Plutôt entre 1815 et 1835-40, enfin je n'ai pas les dates exactes, mais ça s'est fait bien après la publication de l'édit demandant à construire le cadastre. Alors il y avait une finalité, ce n'était pas pour conserver des noms, hein, je vous rassure, mais la finalité c'était d'avoir un parcellaire qui décrivait les propriétés et de là donc pouvoir lever des impôts, hein, c'était absolument ça. Mais grâce à ça, on a au moins pu mettre noir sur blanc des centaines et des milliers de noms de champs. Et donc la question qui se pose quand on veut travailler sur les noms de parcelles, c'est lequel on prend. Le cadastre actuel, bon, il est bien, il est moderne, il est informatisé, parfait, très bien. Ok, très bien. Bon, alors, pourquoi s'exciter sur le cadastre napoléonien, qui est un vieux truc? En 7 ans, 100 000 hectares ont été remembrés dans les côtes du Nord, soit plus de 14 000 hectares par an. C'est une sorte de vitesse de croisière, ça. Par ailleurs, la mise en œuvre de remembrement a permis la maîtrise des emprises nécessaires à la réalisation du plan routier breton, etc., etc. Ce fut le cas à Louargat. 300 000 hectares remembrés en 1986 montraient le chemin parcouru en 25 ans pour la modernisation de l'agriculture du département, mais il restait cependant beaucoup à faire. 150 000 hectares sont encore à remembrer dans le département des Côtes-du-Nord. Et un objectif raisonnable de se fixer serait que tout soit fait dans les 20 ans, je crois, pour que le monde rural de l'an 2000 soit totalement remembré et qu'on puisse effectivement travailler proprement. C'était le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en 1986, Bernard Barré, qui est sans doute quelqu'un de tout à fait intéressant. Et moi, je dois dire qu'à sa place, j'aurais sans doute pondu exactement les mêmes consignes. Hein. C'est tout à fait clair. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur là, sur l'action de l'État ici. Ceci étant, le résultat, c'est un peu ça quand même, malgré tout. C'est-à-dire que ce beau paysage de bocage que je vous ai montré tout à l'heure, avec des champs bien délimités par des fossés, etc., aujourd'hui, bien souvent, ça ressemble à ça. Et ça, c'est le résultat du remembrement. Voici une carte qui montre qu'en 1986, une bonne partie du sud du département était totalement remembrée, que quelques communes au nord l'étaient ou allaient y passer, que beaucoup avaient l'air de résister, et qu'une commune ici, Louargat, l'était, mais pour des raisons que vous comprendrez, c'était qu'on voulait faire passer ici une nouvelle route, la route nationale 12, qui allait bousculer évidemment qui ne passait pas qui ne prenait pas le passage de l'ancienne voie qui passait par Louargat. Et de ce fait, il fallait donc bousculer le monde paysan et c'était la tentation de remembrer pour faire tout ça à la fois. Et Louargat a été entièrement remembré. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde une carte des parcelles, là je crois que c'est Géoportail qui donne ça, on voit des différences de teintes de gris en fait. On voit des gris clairs et des gris foncés.
Alors, savez-vous ce sont les gris clairs et les gris foncés? Les blancs d'abord. Les blancs, vous allez les reconnaître tout de suite, ce sont les bois. Les bois, dans les bois, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 parcelles. C'est sous la coupe d'un ingénieur des eaux et forêts et la parcelle ne porte qu'un nom, elle n'a pas besoin d'être coupée. Par contre, on a des petites nuances de gris ici, ça me dit quelque chose, ça, je ne sais plus, qui montrent des différences entre, par exemple, Ouargate et sa voisine Trégrom. Alors, si on regarde de plus près, avec les limites de communes, on voit effectivement qu'il y a des différences de densité de parcelles entre l'une et l'autre. Si on regarde encore plus près, je vais m'attacher à ce coin-là sur la diapo suivante. On voit que, franchement, là, il y a des différences évidentes de surface des parcelles entre des mini-parcelles ici, ou des micro-parcelles, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, en tout cas des parcelles bocagères, et des parcelles ici remembrées à l'Ouargate, qui sont les parcelles issues d'un grand nombre de regroupements. Voilà la situation. Donc, ça explique que des communes aient vu leur patrimoine de microtoponymes décroître, et en gros, la diversité microtoponymique décroître corrélativement. Décroissance, la diversité qui varie, qui décroît, ça nous évoque des choses, ça, par ailleurs, les petits oiseaux, les abeilles, etc. Mais là, on est sur des noms. Là. Vous voyez que la diversité, bon, ça s'entretient. Je vais essayer de vous convaincre qu'il faut la conserver, la diversité. Alors, d'où tire-t-on nos informations pour trouver ces microtoponymes? Du plan parcellaire communal, qui est en gros une grande carte, plusieurs grandes cartes qui sont conservées dans les archives ou au cadastre. Donc ça, c'est un plan d'assemblage qui désigne toute la commune. Alors c'est un peu scotché parce que c'est ancien, ça date de 1800, je ne sais plus combien, Ouargate, 42 peut-être. Ensuite, il y a des feuilles qui décrivent des tableaux d'assemblage par section. Donc on a des sections là. La division, c'est commune, section, quartier, parcelle. Hein. Et le tout rassemblé sur des feuilles. Et ici, une feuille qui représente, c'est à peu près regardable, qui représente en fait des sections et des quartiers. Hein. Les sections sont ici entourées en jaune, et les quartiers sont... la section, pardon, est là, et les quartiers sont plutôt des délimitations en jaune. Et à l'intérieur, on voit les parcelles telles qu'elles existaient, imparfaites, ou passées tout court, en 1842. Parce que si on regardait ça aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai oublié de faire j'avais préparé la comparaison malheureusement, eh ben, on n'aurait pas une telle abondance de parcelles évidemment. Donc en tout cas, on peut utiliser ces documents, ils sont disponibles, ils sont numérisés, disponibles aux AD22, comment ça s'appelle, aux archives départementales 22. Ici par un exemple, j'ai pris celui-là au hasard, Golo-Bion, donc qui est situé à l'Ouargate et qui montre que c'est un quartier, qu'il a un nom, qu'il a des maisons et puis des terrains. Et puis là, un autre qui s'appelle Saint-Paul, avec ici une chapelle, et puis des maisons, un habitat, et également des parcelles. Alors, toujours au niveau du cadastre, on peut utiliser ce qu'on appelle une matrice cadastrale, quoique ça va moins nous intéresser ici qu'un autre document que je vous montrerai après. Une matrice cadastrale, c'est le recoupage entre les propriétaires et les parcelles. Donc, on met sur des feuilles de papier les mutations des parcelles, chaque propriétaire passant la main au suivant, etc. Donc, c'est une source d'information intéressante, surtout pour les généalogistes qui l'utilisent pour retrouver les noms, les mutations, etc. Nous, on va plutôt se servir des états de section. État de section, ça désigne les noms des parcelles. Là, on va retrouver les noms qui nous intéressent, les microtoponymes, mais bien classés dans l'ordre du cadastre. Donc ici, par exemple, j'ai choisi la section I du cadastre de, je ne sais plus, je crois que c'est le Ouargate, et avec des numéros de parcelles qui se succèdent, de 256, 267, etc. Et des informations sur la nature des cultures ou de la propriété, pré, sol, terre, etc. Donc on va rassembler le plan cadastral, l'état de section, et avec tout ça, on va essayer d'arriver à une représentation cartographique des parcelles et de leurs noms et de leur localisation. Là, on a affaire à un dessin à la main, mais qui montre bien les noms, etc. L'idée, ce serait effectivement de pouvoir aboutir à quelque chose de propre qui s'appellerait une base de données cartographique qui permettrait de visualiser ça automatiquement, enfin, avec les outils modernes de représentation des systèmes d'information géographique, etc. Ça, c'est un petit exemple
très simple que j'ai mis sur pied qui permet de montrer dans quel quartier ou lieu-dit, enfin quartier, on trouve des microtoponymes en ent brasses, donc la grande voie, la grande route. Voilà. On voit que la grande route, finalement, elle a des parcelles le long de l'ancienne grande route. C'est bizarre, hein. Voilà. Ensuite, pour nous aider à récupérer les microtoponymes, on a eu ce que j'appelle une initiative bienvenue qui s'appelle les fiches d'Ongodu. Le professeur Falchon qui a demandé dans les années 50 à une équipe dirigée par Dongodu, moine bénédictin, de parcourir les cadastres des mairies et de recenser les microtoponymes, cette fois-ci microtoponyme par microtoponyme et non pas parcelle par parcelle. Alors, ça a été fait dans environ 120 communes du Trégor Goualo, celles qui sont en rouge. Le Goualo, je ne l'ai pas fait figurer. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même eu beaucoup de communes qui ont été visitées par les équipes de Godu, et toutes ces visites ont conduit à nomenclaturer et à transcrire sur des fiches les microtoponymes des communes en question avec la liste de leurs parcelles. Alors voilà le début d'un tel ensemble de données. Il s'agit de caisses, de bacs en bois dans lesquels vous avez des fiches normalisées. Ça, c'est le début qui décrit à peu près les différents quartiers de la ville qu'on examine, la commune qu'on examine. Mais le fondamental de tout ça, c'est que derrière ces fiches descriptives des parcelles, on trouve des fiches descriptives des lieux-dits et des quartiers. On trouve des fiches par microtoponyme. Ici, on sait qu'on est sur la commune de Loirgat des Côtes du Nord, qu'on s'intéresse à un microtoponyme qui s'appelle Parc Brasse-Huellan, le grand parc le plus haut, et qu'il y a environ une vingtaine de parcelles qui portent ce nom. La parcelle de la section A, quartier 9, qui porte le numéro 41 et qui est composée de Labour. La parcelle C, du quartier 14, enfin les parcelles, pardon, C14, 120, 121, 122, qui sont des Landes, etc., etc. Donc vous avez là, rangé a priori une classification par microtoponyme. Donc les deux sources basiques de microtoponymes, c'est d'un côté, ou soit les fiches d'Ongodu ici, soit les états de section. Oui. Voilà, on est d'accord, tout va bien. Et de tout ça, si on a du temps, si on a des motivations, si on a du monde, si on a des gens coopératifs, et on a eu tout ça, évidemment, on est capable de transposer ça dans des bases de données. En fait, c'est même pas une base de données, c'est une feuille de calcul qui permet de mettre noir sur blanc ce qu'on appelle des microtoponymes, les noms des parcelles, leur section, leur quartier de rattachement, leur numéro, la nature de terrain, enfin toutes choses que je vous ai montrées tout à l'heure sur les fiches individuelles, numéro de feuille et nom de quartier. Donc là, il y a un classement standard qui est, si on reprend les fiches, on retrouve ça immédiatement puisqu'on voit le classement par section et par quartier. Si on fait un minimum de manipulation, mais vraiment minimum, on fait un tri et on obtient les parcelles classées par ordre alphabétique. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile ça. Alors ensuite, est-ce qu'il faut faire ce travail de recopie des fiches cartonnées vers des bases de données pour chaque commune? Ça dépend. Il y a des communes qui ont déjà fait ce travail, alors par le biais de leurs associations, par le biais de bonne volonté. Par exemple, pendant qu'on était à Brest, parce que c'est à Brest qu'on a fait la collecte des fiches d'Ongodu de Loirgat, on s'était intéressé à l'Enlève, à Bocquéo et à Châtelleraudun. Donc aujourd'hui, on a des photographies des fiches. On ne les a pas transcrites, mais on a des photographies, ce qui est quand même pas mal, puisqu'après on peut les exploiter en les transcrivant. Mais par exemple, voilà, on avait récupéré les fiches de l'Enlève. L'Enlève est une petite commune, c'est assez vite fait de transcrire ça par informatique et d'étudier ça. On a aussi la chance parfois d'avoir des confrères qui ont travaillé pour nous, enfin qui ont travaillé pour la collectivité, notamment nos collègues du Cercle généalogique 22, qui sont très très actifs, ont fait l'inventaire, le travail pour 15 communes des cantons de Plouagat et de Châtelleraudun. Et ils ont eu l'amabilité de me communiquer les données parcellaires de ces communes pour que je puisse commencer à travailler dessus, parce que dès lors qu'on a plus d'une commune, on peut commencer à faire des comparaisons et donc à travailler
dans l'espace, si je puis dire, et pas simplement sur une commune. On a aussi des gens qui ont travaillé sur Kawenek, sur Duo et sur Rospez. Bon, donc on voit apparaître ici et là des tentatives de collecter des données pour les mettre en forme, pour travailler dessus, etc., etc. Et puis je voulais signaler le travail de Gilbert Geffroy, j'avais déjà dit tout à l'heure, duquel on pourrait d'ailleurs extraire peut-être les aspects qui nous intéressent. Alors ensuite, on va utiliser une base de données de parcelles d'une commune pour faire quoi? On va essayer de caractériser statistiquement le parcellaire d'une commune. Par exemple, on va essayer de chercher combien, bon, c'est vite fait, hein, le nombre de parcelles que contient la commune. Quels sont les microtoponymes, les noms de parcelles les plus utilisés? Quels sont ceux qui sont les plus donnés à des champs? Quels sont les mots qui sont les plus utilisés? C'est différent. Les mots, ce n'est pas les noms, hein, c'est pas tout à fait pareil. Quelle est la structure syntaxique des microtoponymes? Comment ils s'écrivent? Est-ce que c'est terme principal, épithète ou complément de nom? Est-ce qu'on met l'article devant, derrière, etc. Comment sont constitués les microtoponymes au point de vue syntaxe? Comment est-ce que les microtoponymes français sont écrits ou non de la même façon que les microtoponymes bretons? Certainement pas de la même façon. Quelles sont les caractéristiques de l'habitat? Quelle est la densité des habitations? Combien y a-t-il de parcelles qui comportent des maisons par rapport aux parcelles qui comportent autre chose que des maisons? Alors, vous allez me dire, si je ne vous donne pas ça, vous allez m'en vouloir. Donc, voici quelques termes usuels en microtoponymie ou en toponymie bretonne. Donc, de Baillan à Genêt à Laigne, Sommet, en passant par Forne, Four, Dour, Haut, Douar, Terre, etc. Deuxième liste, l'heure, l'air à battre, jusqu'à Ty, la maison, en passant par Toul, Prades, Prat, etc. Poule. Collègue, la poule. Voilà. Poule parce qu'on s'est longuement interrogé sur le sens de poule. Voilà. Était-ce une mare? Ici, c'est une mare, mais fondamentalement, le terme est plutôt un creux. On peut aussi, donc, à partir du parcellaire, faire de la caractérisation des milieux naturels. Quels sont les reliefs d'une commune? Quelle est sa végétation naturelle? Quelles sont, en gros, les parcelles qui contiennent tel ou tel type de nom? Je n'insiste pas. On peut aussi porter un regard sur l'aménagement du territoire d'une commune, voies de circulation. Est-ce qu'il y a des gués dont les noms apparaissent dans les noms de parcelles? Est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce qu'il y a des routes, des chemins? Quelle est la qualité des terrains? Est-ce que la terre est chaude, pauvre, riche, pierreuse, etc.? On va le retrouver au travers des noms de champs. Quels sont les types de cultures? Y a-t-il du chanvre quelque part dans cette commune? Loirgat, 96 parcelles qui s'appellent Canabec. C'est pas du hasard, ça, c'est pas tombé comme ça, évidemment. Mais zéro qui parle de lin, par exemple. Enfin, zéro, ou très peu. Comment on utilise l'eau dans la commune? Quels sont les types de bâtiments que cette commune renferme? Y a-t-il des églises, des chapelles, des fontaines, etc. Des tas de renseignements que l'on peut extraire de cette masse d'informations. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Qu'est-ce que c'est? On regarde les parcelles de ce lieu et on regarde s'il n'y a pas quelque chose qui va signaler quelque chose d'anormal par rapport à des champs ordinaires, par exemple. Où se trouvaient des édifices fonctionnels comme les moulins, les forges, les fours à pain, c'est pareil, la recherche des noms de parcelles va pouvoir renseigner. Où se situaient les édifices à vocation religieuse, pareil. Par exemple, on s'interroge sur les menhirs ou autres dolmens et Pulven, etc. Une petite requête sur la base de données avec le nom Pulven ou Pulven va nous dire qu'on trouve des pierres levées au lieu-dit Pulvenou, alors là, c'est pas une surprise, mais aussi à Kerguigny-Ouest, à Pergate-Brasse Sud, ça c'est pas une surprise pour ceux qui connaissent le grand menhir de Pergate, à Tossenmeur-Saint-Paul, à Kermaria, à Kernévé-Est. Donc là, immédiatement, on a l'extraction et la localisation, enfin le cadastral en tout cas, des termes que l'on recherche. On peut aussi chercher des microtoponymes qui contiennent des noms de personnes, d'animaux, des noms obscurs. Pourquoi y a-t-il des jouans et des chouans à Loirgat? On peut se poser la question, on se l'est posé, on n'a pas répondu de façon satisfaisante. Quelle est la qualité des terres? J'en ai parlé tout à l'heure. Structure agricole type. On peut se demander comment tout ça s'est organisé en fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme, une exploitation agricole? Quelle surface ça comprend? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien de bâtiments? Combien de personnes y habitent? Combien de personnes y travaillent, évidemment? Quels sont les noms des champs ou des terrains les plus proches qui permettent à la famille de vivre?
les jardins, les liors, etc., etc. Et puis comment se répartissent ensuite, de façon circulaire peut-être, les autres champs, les prés, les champs à labourer. Enfin, on peut regarder des choses comme ça, puisqu'on a les noms, donc peut-être, bien sûr, souvent le sens de ces parcelles. On peut se demander où y a-t-il des loups, où y avait-il des loups à Louargat, hein. Je ne veux pas vous faire peur, je crois qu'il n'y en a plus. Mais voilà, vous faites une interrogation sur Blaise. Blaise, voilà. Il y avait tous ces endroits où le loup a fait en sorte qu'on a nommé des parcelles de terre. C'est quand même c'est magnifique, je trouve. Et c'est pas un endroit unique, hein. Kéranskoul, le Larger, le Manati, Cotillon, etc. Donc voilà. Alors après, on peut, bon, ne lisez pas ça, mais dans une commune, vous avez votre ensemble de 15 000 enfin de 5 500 toponymes, microtoponymes. Pouvez-vous dire, est-ce que c'est les mêmes qui sont globalement utilisés en haut et en bas, enfin au nord et au sud, ou ceux qui sont utilisés à l'est et à l'ouest? Il peut y avoir des variations linguistiques. On peut ne pas utiliser le même terme, le même mot pour désigner des champs à gauche et à droite, enfin à l'est et à l'ouest. On peut regarder ça, c'est assez facile. Voilà, alors rapidement, je termine sur les travaux qui sont encore en cours et qui ne demanderaient qu'à être prolongés, évidemment. Comparaison des microtoponymes de quelques communes du Trégor, puisque une fois qu'on a quelques communes, on peut les comparer, évidemment. Contribution à l'étude des microtoponymes de Louargat, recherche automatique des proximités littérales entre microtoponymes. Quand je parlais tout à l'heure des erreurs de transcription, souvent il y a des fautes, enfin on se dit il y a des fautes, c'est pas bien, c'est pas le bon nom, et souvent il y a des noms qui se ressemblent et qui pourraient être issus du même nom. Donc des logiciels un peu automatiques permettent de déceler des noms proches, par exemple qui ne varient que d'une lettre. Et à ce moment-là, on se fait une idée, est-ce que c'est vraiment deux noms distincts ou au contraire il y a eu erreur de transcription? Ça permet de faciliter le classement des microtoponymes. On peut rechercher des noms de parcelles, etc. Voilà les quatre communes qui ont servi il y a quelque temps à démarrer ce type d'études intercommunales, si je puis dire. Et voilà des premiers résultats. Louargat, Duhaut, Bocquéo, Saint-Pévert. Vous avez, alors ça sont les 30 microtoponymes les plus attribués. Donc à Louargat, le plus, c'est les Canabec, hein, il y en a 94. À Duhaut, alors ne prenons pas ceux qui ont des étoiles, mais prenons par exemple le goéland, 31 goélands. Bon, pourquoi, j'en sais rien. À Bocquéo, il y a 389 jardins, et à Saint-Pévert, 91. Voilà donc une façon de comparer les termes utilisés, enfin les noms donnés aux parcelles dans les communes. On peut aussi regarder les termes génériques, c'est-à-dire quels sont les noms qui désignent le début du nom de parcelle. Par exemple, en pourcentage, à Louargat, vous avez 28% de noms qui commencent par parc et 15% qui commencent par prat, alors qu'à Duhaut, vous avez 66% de parc et 28% de prat. Après, on a des liors, bon. Et à Saint-Pévert, vous avez 20% de parc et 10% de prat. Vous voyez qu'on peut, de cette façon, essayer de comprendre pourquoi ces pourcentages sont différents, qu'est-ce qui a donné lieu à cette répartition, ce qui n'est pas logique a priori, ou qui l'est trop, je ne sais pas. Ça, c'était pour dire qu'on avait donc réussi à comparer les microtoponymes pour voir les variations d'une lettre de l'un à l'autre. Sachant que tout de même, il ne faut pas s'efforcer de vouloir trop normaliser une base de données, enfin réduire tous les toponymes, se dire on élimine toutes les fautes, etc. Il y a des gens pour dire, et notamment, comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Pierre Trépeau qui dit « L'avantage inappréciable de la langue bretonne est de ne pas avoir passé par les laminoirs des grammairiens et des lexicographes, ou du moins de ne pas avoir laissé pénétrer dans le peuple ces formes unifiées. » Bon, il aurait été désastreux d'écrire Timain et Pouldrain sous prétexte que les pluriels académiques de Maine, Pierre et de Drain, Épine sont respectivement Maine et Drain. La connaissance de toutes les formes dialectales est précieuse, en particulier lorsqu'il s'agit d'interpréter les toponymes. On peut aussi imaginer des études sur la langue des microtoponymes, c'est-à-dire quelle est la langue dominante d'une commune. Est-ce que c'est le français, par exemple, ou est-ce que c'est le breton? Et cette langue dominante porte-t-elle sur les microtoponymes ou sur les toponymes? Ce n'est pas forcément corrélé. On peut avoir plus de toponymes en français qu'en breton, mais moins de noms de parcelles en français qu'en breton. Donc c'est très intéressant. Et on peut essayer de chercher où se fait la frontière, où y a-t-il autant de microtoponymes ou de toponymes dans les deux langues. Voilà, des choses qui peuvent être envisagées. Même question avec certains termes génériques, comme y a-t-il des prates, etc., ou des courtils. Bon.
Je passe. Alors, je voudrais terminer là-dessus pratiquement pour dire, et là je prends des accents graves, que la préservation du patrimoine toponymique et microtoponymique des communes doit être perçue comme extrêmement importante, voire prioritaire. Les communes sont le bon niveau d'intervention pour mettre en œuvre cette préservation. Pour moi, ça fait partie donc d'un patrimoine immatériel digne d'être conservé et qu'il faut absolument conserver. Les communes, pour moi, sont le bon niveau d'intervention. Toute commune doit être encouragée à se lancer dans cette voie de la préservation de son patrimoine microtoponymique en identifiant localement à sa demande la meilleure structure organisationnelle pour y parvenir. Est-ce que c'est une association qui fera correctement le travail? Est-ce que c'est un groupe polyvalent et multicompétences? Peut-être les deux. Est-ce que c'est une animation de projets scolaires qui permettra de prendre en compte tous ces microtoponymes? Éventuellement, la structure créée pourra être utile pour siéger dans des commissions de toponymie si besoin est, pour donner des noms à des nouvelles rues, par exemple. Et il faut aussi toujours accompagner les communes, à mon avis, en lui permettant de mettre à la disposition de la structure en question des outils appropriés. Pour les toponymes, une méthodologie de recherche des formes anciennes, comment se lancer et découvrir des formes anciennes, également des conseils de réalisation d'un recueil descriptif, lieu-dit par lieu-dit, et pour les microtoponymes, des méthodes et des outils de saisie des enregistrements, parce que c'est pas du gâteau, il ne faut pas croire que quand je suis passé de la fiche carton à l'image de la base de données, n'allez pas croire que ça s'est fait par un coup de baguette magique. Hein. Il y a eu du sang, de la sueur et des larmes pour faire ça. Et plusieurs ici savent de quoi je parle. Il faut donner aussi des outils de vérification et d'amélioration de la qualité de la base de données, évidemment, ainsi que des outils statistiques standards qui permettraient de faire des décomptes, des tris, des extractions, des recherches particulières. Et la rédaction d'un guide pratique à l'usage des communes pour préserver et valoriser leur patrimoine toponymique, basé sur l'expérience acquise, est vivement souhaitable, et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Et alors, pour terminer, une petite bibliographie visuelle. Les ouvrages sur les noms de communes, enfin sur les noms de lieux en Bretagne sont pléthores, à commencer par celui du regretté Divi Carvela sur les noms de lieux bretons, évidemment, un ouvrage sur l'Angoat, qui fait état des noms de lieux, de l'Angoat, des lieux-dits, qui est différent du travail que je vous ai présenté tout à l'heure. Quelque chose qui s'appelle Les noms de lieux bretons de Bernard Tanguy, Les noms de lieux bretons par Hervé Abalin, Les noms de lieux bretons en pays nantais, 4100 toponymes. Si vous vous demandiez encore si la Bretagne, enfin si la Loire-Atlantique, enfin bon, je sais pas. Les noms de lieux bretons de Haute-Bretagne de notre collègue et ami Jean-Yves Lemoyne, avec une nouvelle édition, et puis donc une publication de l'ARSAT sur le livre du Vieux Marché, et puis quelque chose que j'ai découvert récemment et que je voulais porter à votre attention, qui est de Yann Loès Cabel, qui s'appelle Nom de lieu du Trégor Gouello, les premières clés, un travail sérieux, très intéressant, qu'il a fait, je crois, pour son propre, enfin à compte d'auteur, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, et qu'on peut trouver en librairie, vraisemblablement. C'est un petit fascicule qui ne doit pas être vendu cher. Je ne fais pas de la pub, mais je trouve que sa démarche me paraît intéressante et mérite d'être signalée. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé. Oui, Agal, évidemment, il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Voilà, je m'arrête là. Merci.